depuis que j'ai 12 ans. Je savais que je voulais une RX-7 FD, pas une FC, pas une FB. Mes frères, ils m'emmenaient souvent à Sonore puis à Drift. Juste le feeling d'être sur le bord de la track puis sentir le rubber, c'est juste assez pour développer une passion. Je m'appelle Anthony Marleau et voici ma RX-7 92. L'hiver, ça allait bien? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autopassion. Aujourd'hui, c'est un spécial Mazda où on va aborder les moteurs rotatifs, mais surtout la RX-7. Attachez-vous, c'est parti! Avant de poursuivre, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications dans vos paramètres. Bon visionnement! Voici la RX-7 à Anthony Marleau, un passionné d'automobile que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant, je vais en profiter pour vous parler de la technologie des moteurs rotatifs chez Mazda. Donc, dans les années 60, cette technologie-là semblait révolutionnaire et très prometteuse, mais il y a seulement Mazda qui s'est acharné à l'intégrer à ses véhicules et à la développer. Ça a commencé en 1965 avec la Cosmos de série 1, une voiture magnifique qui était munie du moteur 10A, environ 1000 cc, qui produisait 100 chevaux vapeur et environ 110 livres-pieds de coupe pour les optimistes. Ensuite, on a eu les RX2 et RX3 au Japon, qui eux étaient munis du moteur 12A, puis ensuite la RX4 qui est débarquée au milieu des années 70 en Amérique du Nord avec son moteur 13B. Le 13B, c'est un moteur qui a été produit par Mazda pendant près de 30 ans et c'est celui qu'on retrouve dans les RX-7 FB3S vendus sur certains marchés, ensuite les FC3S, puis les FD3S, soit le modèle qu'on a avec nous aujourd'hui. C'est aussi son évolution, le 13B MSP Renesis, dont était munie la RX-8 vendue au Canada de 2002 à 2012. Alors, sans plus tarder, c'est le temps de vous présenter Anthony Marleau qui va nous parler de sa RX-7 1992 et ensuite, on va aller l'essayer sur la route, mais surtout sur la piste. Bonjour Anthony, bienvenue. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, toi, je dois te l'avouer, tu as l'auto japonaise de mes rêves. C'est vraiment le classique que je pense tout le monde de notre génération aimerait avoir parce que c'est hyper reconnu dans le monde de la drift, super populaire sur le web et surtout, c'était l'auto de Dom Toretto dans le premier Rapide et Dangereux. Puis on va se le dire, pour une 92, elle est encore hyper belle. Son look est loin d'être démodé. Hein? C'est vrai qu'elle casse les coups. Hein? Elle casse les coups. Puis, dans le fond, toi, explique-moi, avant d'avoir ta RX-7, d'où part ta passion pour les autos? Ben, quand j'étais jeune, mes frères ils étaient plus vieux que moi, puis ils avaient leur permis. Fait qu'on s'en allait à Sonore à chaque vendredi. Puis sinon, si on n'allait pas à Sonore, ben, on allait au drift. Puis c'est là que ça a pogné. C'est là que ça a commencé. Puis toi, dans le fond, c'est pas de ta première auto? Non. Non? J'en ai eu 20. T'en as eu 20? À peu près. Puis c'était quoi ta première? Une vieille Volvo. Quel modèle? S70 T5. Ça, c'était des tanks, ça. Ouais. L'hiver, ça allait bien? Ouais. C'est quoi la meilleure auto que tu as eue, à part ta RX-7? Ben, c'était mon autre Volvo. OK, c'était quoi? J'ai un Volvo 940 propulsion. OK, ouais. Pour aller à l'école, puis vraiment le meilleur chose que j'ai eu à date. T'arrivais pas en retard? Non, jamais. Puis c'est quoi la pire auto que tu as eue? Pire auto? Je pense que c'est mon Subaru WRX. OK. Quelle année? Un 2002. Ah! Puis c'était... Il était pourri de partout. Ah ouais? J'ai vraiment pas fait un bon deal. OK. Puis comment tu as fait pour en arriver avec cette auto-là? Où tu l'as acheté? Comment que ça s'est passé un peu le processus pour en arriver vraiment avec ce modèle-là, cette auto-là particulière? Ben, j'ai checké sur Internet, puis à un moment donné, j'en voulais une sauter. OK. Pour refaire le moteur. OK. Pour avoir une belle base pour commencer. Là, j'en ai trouvé une de Drummond, puis il la vendait pas cher. Puis il voulait faire un projet avec. Fait que moi, j'ai acheté. Fait qu'on a refait tout le moteur, tout l'intérieur, toute la peinture. On a tout refait. Donc, évidemment, c'est une auto japonaise, fait que conduite à droite, ça a-tu pris un petit temps d'adaptation? Au début, je conduisais au milieu de la rue. Ouais. Après une semaine, ça s'est corrigé. OK, ça fait une semaine. Ouais. Puis conduire de la droite, avec la main gauche. C'est quand même difficile, surtout quand tu veux conduire vite. Ben, c'est ça, vite. La 1 est quand même... à la même place. C'est ça, exactement, c'est pas inversé. Ouais.
Bon, ben maintenant, je pense qu'on a assez parlé dans l'hangar. Moi, je vais t'avouer, personnellement, ça fait au moins un mois que j'ai un X sur mon calendrier pour la journée du tournage aujourd'hui parce que c'est vraiment mon rêve d'embarquer dans une RX-7. Donc, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille faire un petit tour sur la route? Let's go! Let's go! Anthony, on est dans ta RX-7 et moi, je capote. Premièrement, c'est tout petit en dedans. Ça fait vraiment bizarre d'être assis à gauche et de pas conduire. J'ai envie d'envoyer la main au monde. Finalement, c'est toi qui conduis. Tu vas t'habituer. Oui, j'espère. Puis sinon, première chose moi qui m'impressionne, c'est comment tout est orienté conducteur. Donc, le cadran de tour minute est en plein milieu de la console d'instrumentation derrière le volant. La console centrale est tournée vers le conducteur. C'est vraiment A1. Oui. Moi, qu'est-ce que j'aime de ce char-là, c'est les switches de fenêtre. Ils ont vraiment pris le temps de faire le design à droite, à gauche. Ils sont différentes, c'est ça. La façon que les portes sont faites, c'est différent. C'est vraiment, tout est orienté conducteur. Sinon, j'ai remarqué que tu as deux petits gauges qui indiquent des chiffres. C'est quoi ça? Oui. Ça, ici à gauche, c'est mon ratio air-fuel. OK. Pour savoir comment je roule, si je roule trop riche ou trop pauvre en gaz. OK. Puis l'autre, c'est de boost, pour savoir combien je boost. OK. Je boost bien. Puis c'est ça, d'origine, cette auto-là, ce moteur-là, en fait, c'est le premier à avoir les turbos séquentiels. Oui. Toi, comme je comprends, tu as enlevé le séquentiel. Ouais. Donc, mais il y a quand même un lag. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu dirais de montrer à quoi ça ressemble un petit peu le lag? De le montrer direct là. Ouais, là, il se réveille, rendu à 5000 tours, là, il se réveille, hein? Oui. Parce que ça, dans le fond, pour les gens qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi un moteur rotatif, imaginez deux Doritos qui tournent dans une chambre à combustion, c'est un peu ça qui fait la combustion, contrairement à un piston qui va faire l'explosion. Donc c'est vraiment un principe qui est complètement différent d'un moteur normal. J'imagine que ça demande un petit peu plus d'entretien, par exemple? Oui, il faut que tu fasses tes changements d'huile plus courts. OK. Au combien de kilomètres? Au 3000 km. 3000 quand même. Puis il faut que tu mettes de l'huile dans ton gaz spécial pour ça. Pour lubrifier les apex, parce qu'on s'entend qu'un rotatif, c'est renommé pour péter. Oui, évidemment. Puis toi, tu mets l'huile, c'est quoi, direct dans ta tank à gaz quand ça fonctionne? Oui, je gaze, puis je fais un pourcentage, 10 OK. de mon gaz, je mets tant de litres d'huile. Donc, tu as tout le temps besoin d'avoir une coupe de canisses d'huile. Une coupe de canisses dans ma valise. Puis là, c'est sûr que cette auto-là était conçue pour être une auto luxueuse à base. Je pense que c'était 65 000 $ canadiens en argent d'aujourd'hui, dans le temps que ça se vendait dans les années 90. Mais là, il manque une petite chose de luxe dans ton auto qui ne fonctionne pas. Oui, c'est l'air climatisé. On le ressent très bien. Oui, on peut dire que c'est un vrai four ici. J'ai même lu que la dernière génération du FD3S, il y avait une petite lumière ici qui s'allumait pour dire que l'exhaust était trop chaud. Donc, ça changeait rien, ça refroidissait pas rien. C'était juste pour te dire « Ah, il fait chaud. Hein? » Oui. Il fait chaud. On n'avait pas vraiment besoin. On sait qu'il fait chaud. Sinon, côté conduite, tenue de route, c'est juste parfait, tout est neutre. Tout est neutre, c'est ça. Ouais. Fait que répartition du poids, 50-50. Oui, comme un FRS, ça pèse la même affaire. C'est 1200 kg, je pense. Oui. Donc c'est très, très, très léger. C'est vraiment un petit kart. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on est tellement bas. On a vraiment l'impression d'être en karting. C'est vraiment, vraiment le fun. Parle-moi un peu du son, parce qu'on s'entend, les moteurs rotatifs, ils ont un son complètement unique. Oui. On fait-tu un petit test? Oh, oui. C'est parfait. On entend bien les soupapes de décharge atmosphérique qui travaillent. Ah, ouais. Moi, je capote. Puis sinon, côté puissance, j'ai d'origine, c'est quoi? C'est 252 chevaux, je pense? Oui. Puis j'ai lu que la dernière génération était cotée à, je pense, c'est 280 chevaux. Oui. En réalité, je pense que ça fait un petit peu plus que ça. Oui, dans le temps des
des années 80, les concessionnaires japonais, ils voulaient pas faire une guerre de horsepower. Fait qu'ils rataient tous leurs moteurs à 276 chevaux. Mais on s'entend que ça fait bien plus que ça. C'est ça, c'était pas trop respecté. Puis avec les Nissan GT-R puis les Honda Civic Type R aujourd'hui, heureusement, je pense que ce petit pacte-là, il tient plus. Ouais, il tient plus, en effet. Là, on est sur les chemins des cantons de l'Est. Toi, c'est quoi la plus belle ride que tu as faite à date avec la RX-7? Ma plus belle ride, c'est ma première ride. OK. Je l'ai faite avec celui qui a monté mon char. OK. Puis lui aussi, il y a une RX-7. OK. Et on est descendu de Montréal à Drummondville ensemble. C'était juste malade. Vous respectiez toutes les limites de vitesse? Ben oui. Oui. Ben oui. Puis t'as combien de millage? J'ai 81 000 kilos. Puis sais-tu quand est-ce qu'il est arrivé du Japon? En 2008. 2008. Il était quelle couleur à l'origine? Bleu marin. Bleu marin. Ouais. La couleur que tu as choisie est vraiment, vraiment belle. Moi, j'adore ça, là, un petit vert comme ça. Ça flash, ça monte les lignes de l'auto. Ils en font plus des autos comme ça. Tu sais, aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un pare-choc en avant qui est plus large pour avoir des zones de déformation pour les piétons, tout ça, des airbags. Tandis que dans ces années-là, -là, c'était what you see is what you get. C'était bien plus léger, bien plus petit, puis faut le dire, bien plus beau aussi. Donc Anthony, on est chez Saint-Élie Motorsport, sa piste de drague, un 8e de mille. Es-tu prêt pour faire une petite accélération? Go, on y va. Hey Phil, l'autre bord. C'est vrai. Donc, on est sur la piste d'accélération à Saint-Élie. On va faire un 8e de mille. On va calculer ça avec le bon vieux chrono du téléphone. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça va donner une bonne idée. Donc, t'es prêt? Oui. Ah, pas un genre de 92, c'est vraiment malade, ça drift. Il y a de la colle en plus au départ, mais ça drift. Donc 8,73 pour le 8e. Donc Anthony, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. T'as-tu du fun? J'ai vraiment eu du fun, surtout ça track, c'était quelque chose. Oui, c'est sûr que c'était impressionnant pour un auto de 92 de rentrer dans le 8 secondes ici. C'est vraiment impressionnant. Puis moi, je vais te dire, personnellement, c'était un rêve d'avoir une ride dans une RX-7 FD3S. Puis aujourd'hui, mon rêve est réalisé. Donc, c'est malheureusement tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Je vais le recommencer pour vrai.